Cube Radio. Avertissement. Cet épisode contient plusieurs descriptions de crimes violents et traite de sujets difficiles comme les féminicides et le suicide. Alors que j'enregistre ces lignes, ça fait déjà quelques semaines que Stéphane m'a appris l'histoire de Nancy Wilson aux États-Unis. 2 ans après le meurtre de Roxanne Luce, Steven aurait essayé de mettre le feu à une nouvelle copine qui s'était fait au nord-est des États-Unis. Et encore aujourd'hui, cette information-là me trouble au plus haut point. Au dire de Stéphane et de ses souvenirs de petit gars, Steven était pas violent, même au contraire. Mais de toute évidence, si on regarde l'ensemble de l'histoire, c'est facile de constater qu'il y a un pattern des plus horribles. J'aurais jamais fait ça. Drame horrible, un crime odieux. Haute opinion de lui-même, besoin excessif d'être admiré, manque d'empathie. Réalise que tu es l'auteur de toute cette personne-là. Épisode 5, chronique d'une mort annoncée. Aujourd'hui, je nous propose de prendre un pas de recul et d'essayer de comprendre les mécanismes qui contribuent au féminicide et essayer de les prévenir, ou du moins d'y être sensibilisés. Tout ça, bien évidemment, à la mémoire de toutes ces femmes qui nous ont quittés trop tôt. C'est en 1976 que le terme féminicide a été introduit publiquement dans l'ère moderne par Diana Russell, pionnière, experte et militante féministe de la violence contre les femmes au Tribunal international des crimes contre les femmes. C'était dans l'objectif d'attirer l'attention sur la violence et la discrimination à l'égard des femmes. Le féminicide était alors défini comme le meurtre de femmes par des hommes motivés par la haine, le mépris, le plaisir ou le sentiment d'appropriation des femmes. Aujourd'hui, le féminicide est le meurtre volontaire d'une personne en raison de son genre. Cette personne est tuée parce qu'elle est une femme. Pas besoin de s'attarder longtemps sur la définition du mot ou sur son historique pour comprendre très précisément ce qu'il engendre comme peine, pour se figurer le nombre d'orphelins qu'il crée ou pour s'imaginer le nombre de familles qui sont à tout jamais marquées par la tragédie. Sur le territoire du Canada, en 2020, il y a eu un féminicide tous les 2 jours et demi. Tous les 2 jours et demi, il y a un homme qui décidait que la mort était la seule manière de garder le contrôle sur une femme. Le procureur aux poursuites criminelles et pénales aujourd'hui a fait un exposé d'introduction, si vous voulez, Jean-François, expliquant ce qui va être présenté en preuve au cours des prochaines semaines dans le cadre du procès. Il a dit qu'Hugo Fredette, l'accusé, et Véronique Barbe, une des 2 victimes dans cette affaire-là, étaient en couple depuis 2009. Mais voilà, au cours des derniers mois, avant la journée de septembre 2017, le couple battait de l'aile depuis plusieurs mois, à un tel point donc qu'il y avait une séparation d'envisager, mais Hugo Fredette n'aurait pas pris la séparation. La veille du meurtre, selon la poursuite, le couple s'était rendu dans une thérapie, voire une thérapeute, et c'est le lendemain, à ce moment-là, qu'Hugo Fredette aurait poignardé donc à 17 reprises Véronique Barbe. Il s'agit du cas de Véronique Barbe, une jeune mère qui a été assassinée par son conjoint après des années de violence conjugale. Déjà, après seulement 9 mois de relation,
ponctuée par 6 ruptures et 1 avortement, Véronique Barbe porte plainte contre Hugo Fredette le 29 août 2010. Pendant des années, et malgré les nombreuses chances qu'accorde la jeune femme à Fredette, la relation ne s'améliore pas. Reproches, culpabilité, menaces, relations sexuelles non consenties, Fredette est finalement accusée de voies de fait et de harcèlement. Mais comme bien des femmes, Véronique Barbe retire sa plainte et se remet encore et encore en couple avec son bourreau. 7 ans plus tard, elle est tuée à son domicile. D'autres femmes sont tuées par des connaissances, des membres de leur propre famille ou parfois même par de purs inconnus. Un drame qui a bouleversé beaucoup de gens dans la population, tant les proches de Clémence Beaulieu-Patry, on le comprend, que tout le monde s'est senti interpellé par cette histoire. La jeune femme qui était sur le point de terminer son quart de travail, qui a été tuée dans un supermarché Maxi, une jeune femme rayonnante, d'après les dires de ses amis. Drame horrible, un crime odieux. On a pu mettre la main au collet et accuser quelqu'un dans cette affaire. Donc ce jeune homme de 19 ans qui a été arrêté après l'avoir poignardé. Clémence Beaulieu-Patry, une jeune femme de 19 ans, travaillait dans un magasin grande surface de Montréal quand le soir du 10 avril 2016, un homme est entré et l'a poignardée au cou. Le seul lien qui unissait Randy Chilumba à sa victime, c'est le fait d'avoir fréquenté la même école secondaire. Ils n'étaient ni des amis, ni même des connaissances. La veille du meurtre, Chilumba se serait rendu au travail de Clémence et lui aurait proposé de sortir avec lui. C'est le refus de Clémence qui l'a mené à sa mort. Puis, certaines femmes se retrouvent au mauvais endroit, au mauvais moment. Je suis rapproché, j'ai essayé de parler avec, mais on ne voulait rien savoir de moi. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait, premièrement, qu'elle était là pour se faire ensoleiller. Puis quand j'ai passé là, j'ai comme fait un ombrage, c'est ça qui l'a dérangé. OK. Là, j'ai essayé d'y parler, de la rapprocher. Puis, le gars a dit, je ne t'entends pas parler, je veux rien savoir. Puis, c'est juste son langage qui m'a comme... Qui te met en capable. Ouais. Puis là, j'ai mis le couteau en dessous de la gorge, j'ai dit, Chris, bouge pas parce que c'était fait. Puis elle avait commencé à pleurer. Puis c'est là que j'ai comme déconnecté, puis tout de suite, j'ai tranché à la gorge, puis je suis parti en passant en cours. En juillet 1996, Sonia Raymond est assassinée sur la plage de Maria, dans la baie des Chaleurs. Pendant 20 ans, le meurtrier n'est jamais retracé. Jusqu'à ce que la Sûreté du Québec organise une opération Mr. Big. C'est alors qu'il croyait s'adresser au chef d'une grosse organisation criminelle que Réal Savoie, le meurtrier, avoue avoir tué Sonia Raymond parce qu'elle l'avait mis en colère en refusant de discuter avec lui et sous la menace d'un couteau, il l'a déshabillé et l'a poignardé. C'est impossible de tracer un portrait général de ces hommes responsables de féminicide. Mais il y a plusieurs circonstances qui les relient. Le féminicide est souvent le point culminant d'une trajectoire de violence conjugale qui a augmenté en sévérité et en intensité au fil du temps. Le meurtre se commet le plus souvent dans la période entourant une rupture initiée par la conjointe ou lors d'une escalade de la violence au moment de mettre fin à la relation. Enfin, la possessivité, la jalousie, la frustration, le soupçon d'infidélité, le refus de la séparation,
l'anticipation du rejet, le sentiment d'abandon et le désespoir sont les motifs ayant motivé la plupart de ces meurtres. Je m'appelle Marie-Christine Noël. Je suis journaliste au bureau d'enquête de Québecor. Ça fait 4 ans que je commente l'affaire du pilote Normand Dubé, condamné pour le sabotage des lignes d'Hydro-Québec avec son avion. Et à chaque fois que j'ai l'impression de me rapprocher d'une conclusion, il y a un rebondissement qui vient tout changer. Aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est l'histoire que je vous raconte dans la série Balado de Cube Radio et du bureau d'enquête, Par pure vengeance. Disponible sur Cube, dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de balado. Par pure vengeance est en nomination en tant que meilleure série balado au Canadian Online Publishing Awards 2022. Dans la presse du 22 avril 2021, la journaliste Léa Carrier rencontre les criminologues Rebecca et Russell Dobash qui étudient les meurtres conjugaux depuis 1970. Ce qu'ils affirment sans équivoque, c'est que l'idée selon laquelle l'homme qui tue sa partenaire perdrait le contrôle est fausse. Il s'agirait plutôt d'une tentative calculée de reprise de contrôle. Et peu importe qui ils sont, qu'ils aient connu des enfances tranquilles ou troublées, qu'ils aient un emploi ou qu'ils soient au chômage, qu'ils accumulent les accusations ou qu'ils renvoient l'image du citoyen exemplaire, les trajectoires de vie des conjoints violents sont tout aussi multiples que complexes. Ils peuvent être n'importe qui, mais quand ils tuent, ils le font de sang-froid. Les mêmes criminologues affirment que les hommes qui tuent ces femmes sont ceux qui expriment le moins d'empathie et de regret. Évidemment qu'il y a des nuances, il y a même plusieurs zones grises. J'ai pas du tout l'intention de contredire des experts de haut calibre comme Rebecca et Russell Dobash. Mais j'aimerais provoquer des réflexions en regardant 2 différents cas de féminicide et en gardant en tête tout ce qu'on vient de nommer comme circonstances et comme faits étudiés. Romane Bonnier était une jeune femme de 24 ans, une danseuse de ballet, une chanteuse. Elle espérait faire carrière sur scène, elle rêvait de Broadway. Mais elle s'est éteinte au beau milieu de la rue le 19 octobre 2021 après que son ex-colocataire François Pelletier l'eut poignardée. Pendant qu'il la frappait, Pelletier répétait « J'ai besoin de faire ça, ça n'avait pas besoin de se finir comme ça, je suis désolée, je suis désolée. » Totalement conscient de ce qu'il venait de faire, François Pelletier est resté sur place, près du corps de sa victime, pour attendre les policiers. Dans sa chronique du 21 octobre la même année, le journaliste Patrick Lagacé écrit « Celui-là n'était pas connu de la police, dit-on. On a un grand vertige devant ceux-là. » Pour les récidivistes, pour ceux qui ont des dossiers de violence, peut-être est-il possible de les dépister, de les traiter, de les enfermer au besoin. Peut-être. Mais ceux qui n'ont jamais été arrêtés et qui sont quand même des volcans en attendant que la mauvaise rupture pas acceptée, le rejet mal pris pour exploser. On va les dépister comment, ces fous-là? On va les trouver comment, ceux-là? On va les laisser courir
combien de temps? Le tueur de Romane Bonnier était un homme de 36 ans, a priori normal. Dans plusieurs entrevues médias, sa cousine, Sonia Pelletier, répète qu'elle n'aurait jamais pensé que François Pelletier puisse être violent. Mais il était malade, et ça, tout le monde le savait. Pelletier avait développé de graves troubles obsessionnels compulsifs, ainsi qu'une grande paranoïa. Ces troubles diminuent pas la gravité du geste, je le répète, mais renforcent l'idée que nous ne sommes à l'abri de rien ni de personne. Lors d'un hommage rendu à Romane dans le cadre de l'émission La semaine des 4 juillet, Louise Portal a été invitée à écrire et lire un texte. Amie depuis plus de 40 ans avec Guy, le papa de Romane, Louise a ému tout le Québec avec ses mots qu'elle a repris aux funérailles de Romane Bonnier. Louise a accepté de nous faire parvenir ce texte si sensible et c'est avec beaucoup d'humilité que j'aimerais en offrir un extrait, en hommage à toutes les femmes disparues. Chers papa et maman, je vous sais abasourdi depuis ce terrible mardi, et moi-même, je le suis. Quand j'ai quitté mon corps, déchiré par une main si violente, et me suis vue par terre, ensanglantée, j'ai pensé à vous. J'entendais déjà vos cris et vos larmes, mais peut-être cela sera une consolation de savoir que lorsque je suis arrivée dans l'espace du grand mystère, il y avait d'autres femmes qui m'attendaient. Elles m'ont pris dans leurs bras, si chaleureusement, avec tant de douceur que cela a calmé ma frayeur. Nous avons formé un grand cercle de lumière. Elles étaient à répéter, non pas une comédie musicale, mais une tragédie musicale, dans laquelle chacune chantait son histoire qui ressemblait à la mienne. C'était fort, intense et beau, malgré leur terrible destin. Le titre de la pièce est « Assez, c'est assez ». Elles m'ont dit que par nos chants, ce spectacle deviendrait, avec le temps, une liberté musicale pour chanter l'espérance et continuer à vivre dans vos cœurs et vos souvenirs, déposer un baume sur votre chagrin. On dirait que tout d'un coup, moi, Victoria Charlton, 30 ans, j'ai le visage de Roxane Luce, de Romane Bonnier, de Nathalie Piché, de Clémence Beaulieu-Patry, de Francine Bissonnette. Est-ce que je dois avoir peur? Est-ce que dans mon environnement, il y a des visages comme ceux de François Pelletier, de Randy Chilumba, de Alexandre Boudreau-Chartrand? Ben lui, je voyais que, tu sais, il était comme un peu comme désespéré, ben tu sais, de tanner d'une situation, tu sais, fait qu'il avait tendance plutôt comme à fuir, tu sais. Fait que là, admettons que, tu sais, il voulait l'encourager, Andréane, mais quand elle faisait pas, tu sais, comme mettons, quand il prenait comme il y avait de l'alcool dans ça, quand ça commençait, ben là, tu sais, bon, ça se transformait, puis là, il faisait juste comme s'en aller, tu sais. Puis, en tout cas, il semblait qu'il voulait que la situation, tu sais, il fallait que la situation se règle. Là, pourquoi, le pourquoi du comment, tout ça, tu sais. Puis là, j'étais encore plus chavirée d'apprendre que, tu sais, comme que lui est présumé comme l'assassin. Ça n'a aucun bon sens. Il n'aurait jamais fait ça, en tout cas. Il n'aurait jamais fait ça. Il avait pas l'air de comprendre, tu sais. Puis lui, il m'a dit qu'il avait essayé de la réanimer. Que, tu sais.
Julie Leclerc est une amie et voisine du couple Andréane Ouellette et Alexandre Boudreau-Chartrand. Au moment où ce dernier assassine sa femme le 27 septembre 2021, Julie prend soin de 3 de leurs 5 enfants depuis quelques jours. Elle savait que le couple traversait une période difficile, mais elle n'aurait jamais pensé que Boudreau-Chartrand en serait arrivé au meurtre. Selon les chercheurs, le désespoir fait aussi partie des circonstances qui mènent à l'irréparable. Dans ce cas-ci, la jeune mère de 32 ans semblait traverser une lourde épreuve et elle avait fait des tentatives de suicide et avait perdu la garde des enfants, le temps de se rétablir. C'est pour ça que Julie Leclerc se retrouvait avec une partie de la fratrie. Il y avait des chicanes, mais à mon sens, j'ai jamais vu lever la main ou entendu parler qu'il y avait comme frappé quiconque, ni les enfants, ni Andréane. Il y avait vraiment le goût de s'en sortir. Les 2 parents, ils étaient comme sur la bonne voie. Il y avait un bon travail. Puis là, il disait, écoute, on va faire ce qu'il faut pour s'en sortir. Puis tu sais, c'était comme, c'est ça là. Il y avait comme des problèmes là. Tu sais, il y avait beaucoup d'espoir, il y avait beaucoup d'amour là-dedans aussi. Puis beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour, et un geste fatal a quand même été posé. Et aujourd'hui, c'est 5 enfants qui sont orphelins. Leur mère est décédée et leur père est en prison. L'amour n'est pas un frein à une relation toxique. Dans ce cas-ci, les propos violents provenaient d'un côté comme de l'autre, selon les dires du voisinage du couple. Malgré les différends, les 2 personnes qui entretiennent une relation toxique vont continuer de se voir, mais sans travailler sur la situation, ou sans savoir comment travailler sur la relation. Et ce genre de relation-là repose pas seulement sur une personne, mais bien sur la fusion de l'ensemble des personnes qui composent la relation. Il y a donc généralement la personne qui agit et la personne qui subit sans rien dire. C'était peut-être le cas de Alexandre et Andréane, mais on le saura jamais. Haute opinion de lui-même, besoin excessif d'être admiré, manque d'empathie. Pour le psychiatre Gilles Chamberlain, aucun doute. Hugo Fredette a un trouble de personnalité narcissique. Il explique qu'il a vécu la séparation d'avec Véronique Barbe comme un rejet. Cette blessure narcissique l'a rendu violent. Il a assassiné son ex-conjointe, puis un automobiliste, Yvon Lacasse. Selon le docteur Chamberlain, son potentiel de réadaptation est à peu près nul. J'ai lu plusieurs études sur le profil psychologique des auteurs de féminicides. Nombreuses d'entre elles s'entendent pour dire que la majorité des tueurs sont pas atteints de maladies mentales, donc ils sont jugés responsables, mais que la majorité ont développé des troubles de la personnalité. Ces carences-là sont majorées au moment de la rupture, entre autres. Parce que ces carences affectives-là entraînent des angoisses d'abandon que, visiblement, ils réussissent plus à gérer. J'ai mené une vie de fou. J'ai bu, j'ai fumé, cigarettes et narcotiques. J'ai en relation avec les femmes, du tout un exemple. J'étais un coureur du pont, marié.
J'étais un coureur du pont. Et j'ai toujours voulu geler la peine qui m'habitait. Geler de toutes les façons, que ce soit par le sexe, l'alcool, la dope, l'argent. L'argent, il a contribué beaucoup. Et je me suis toujours organisé pour que ma vie soit comme un genre de manège. Un manège qu'on n'arrête jamais. Dans le but d'explorer le sujet de la violence conjugale et des féminicides sous un autre angle, on s'est entretenu avec Gaston Bourdage, un homme qui a commis l'irréparable. Il y a près de 34 ans, après une série d'événements malheureux qui ont frappé toutes les sphères de sa vie, Gaston Bourdage a assassiné sa conjointe. Aujourd'hui, le manège de sa vie s'est arrêté. Il n'a plus besoin de geler ses émotions et il insiste sur le fait que rien de ce qu'il pourrait raconter ne justifie le geste qu'il a commis. Peu importe ce que je vais dire lors de l'entrevue, là, il n'y a rien de ce que je vais vous dire qui peut ne justifier de quelque façon l'horreur du drame dont j'ai été et demeure responsable. Gaston Bourdage a grandi dans un milieu familial difficile. Alors que pendant des années, il est le chouchou de son père au détriment de ses 4 frères, cette relation éclate au moment où Gaston, au divorce de ses parents, prend position pour sa mère. Les derniers mots que j'ai entendus de la bouche de mon père, ça a été « toi, mon petit tabarnak ». Alors que j'avais été son chouchou pendant, je me répète, une vingtaine d'années. Et disons que mon milieu affectif, familial, pas joli. Disons que je pourrais le décrire avec le poème de Paul Verlaine. Là, il pleure dans mon cœur comme il pleut sur cette ville, quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur, au bruit de la pluie par terre et sur les toits pour un cœur qui s'ennuie, etc. Même si Gaston et sa mère espèrent briser le mur du silence qui existe entre eux, ni l'un ni l'autre n'y arrivent. Et donc, il n'y aura jamais de relation entre eux. Et c'est sur sa tombe que Gaston a été capable de dire à sa mère qu'il l'aimait. Je m'étais habillé chic d'abord. J'avais mis ce que j'avais de vêtements le plus luxueux alors que j'étais sorti du pénitencier quelques années plus tôt. Je suis sorti du cimetière à Nicolas parce que je suis gaspésien. On donnait des coups de pied sur les cailloux. Comme quand on va à l'école là, à 7-8 ans, puis on est de bonne humeur, puis on... Mais à l'époque, ces moments de légèreté sont rares, parce que Gaston Bourdage vit avec la mort tous les jours. Parce que pour moi, en prison, à un moment donné, j'ai comme réalisé que j'en avais plus de vie. J'étais descendu, ma vie, à partir de la semaine de février, la semaine qui a précédé le drame, je me suis senti descendre comme dans un entonnoir. Et le bout de l'entonnoir, c'était la mort de ma victime. Conséquemment à ça, c'était l'emprisonnement. Et là, je suis en prison. J'essaie de faire le plus rationnellement possible le bilan de ma vie. Et au bout, il n'y a rien, c'est la mort. J'ai tout perdu. J'ai carrément tout perdu à partir du fait que j'ai enlevé la vie de quelqu'un. Tout le reste, je dirais, le collatéral a sauté. J'ai plus de réputation ni professionnelle, ni sociale. Je suis un meurtrier. Mais un soir, alors qu'il est toujours en prison, Gaston entend une voix lui dire « Chut, il te reste encore la vie ». Ce soir-là, Gaston pleure jusqu'à s'endormir parce qu'il constate que derrière cette vie-là, il y aurait toujours la mort. Cette place-là, la mort de l'autre, elle a pris dans ma vie, je dirais 95% de la place de ma vie. Le 5% qui restait, c'était le fait de réaliser que j'étais encore vivant,
Puis il me restait des capacités physiques. Et après ça, ben, qu'est-ce que je fais avec ce qui me reste de vivant, avec toujours le spectre de la mort? Arrêter de geler les émotions qui ont creusé ses carences affectives font partie d'un long processus qu'a entamé Gaston Bourdage à l'époque. Et pour y arriver, outre les thérapies, il envisage de faire face à la violence du geste qu'il a commis. Je suis retourné à la morgue où a été disséqué le corps de ma victime. Là. Je suis allé à la morgue. Je suis allé prendre conscience que la morgue, là, il avait fait l'étude de ma job. Là. Ça ramène bas. Là. Là, je suis ramené bas. Je suis ramené dans le drame. Je suis ramené dans les bébites, là, les écœurantes bébites qui pouvaient expliquer sa mort. Je suis allé sur la tombe de ma victime 2 fois aussi. La première fois, si j'avais eu un seul crayon jaune HB, là, les bons crayons jaunes de mon enfance, là, je me suis vu me le piquer là, carrément ici dans la gorge, puis aller me chercher une artère, puis saigner au bout de mon sang sur sa tombe. C'était pour moi très clair. J'ai cherché dans mes poches partout. Si j'avais pas quelque chose, j'avais rien. J'ai dit, merde, je sais pas ce qu'il faut. Je me devais d'aller prendre conscience de la merde que j'avais causée avec ce drame-là. Bonhomme, là, réalise que tu es l'auteur de toute cette cochonnerie-là. Presque 34 ans plus tard, Gaston Bourdage vit avec ce drame-là. Aujourd'hui, quand il regarde la société, il constate que rien n'a vraiment changé. Des meurtriers, il y en aura toujours. Des relations toxiques qui finissent en tragédie, il y en aura toujours. Je suis un exemple, à quelque part. Je me considère à quelque part là, comme un exemple de la société contemporaine. On recule 33 ans plus tôt, là, et j'incarne ça, moi. J'incarne le lait. L-A-I-D, la lettre majuscule. Je le sais, je suis conscient de ça. J'ai tué par orgueil, par lâcheté, par vengeance. Mais il reste convaincu qu'il faut conscientiser. C'est pour cette raison qu'il prend parole. Puis il le fait avec des mots qui frappent, sans édulcorer le propos. En mettant les points sur les i, les barres sur les t, qu'il m'a dit. C'est ça qui fait Gaston Bourdage. Il parle avec des mots qui frappent. Parce que jamais il excusera le geste qu'il a commis. On ne s'excuse pas d'avoir tué. S'excuser d'avoir tué, pour moi, c'est une injure qu'on fait aux gens qui ont souffert et qui souffrent de la responsabilité de notre geste. Aujourd'hui, Gaston Bourdage affirme être heureux. Il est marié depuis 20 ans et il écrit des livres sur son histoire en espérant que ses mots entreront au bon endroit, au bon moment, dans une maison où la toxicité pourrait amener à l'irréparable. Dans les dernières années, il y a eu des dizaines de documents créés pour dépeindre la situation des féminicides au pays et dans le monde. On ne doit jamais arrêter d'écrire, de documenter, de chercher, de relater, de crier qu'il faut arrêter de nous tuer. Ce travail va finir par faire écho dans les familles, dans la tête des hommes qui ont fait disparaître les Véronique, Clémence, Andréane, Sonia, Romane ou Roxane de nos vies. À la recherche et au scénario, Véronique Marcotte. Dominique Plante à la musique, design sonore et montage. Pascal Hugo Caron-Quentin à la réalisation. Le tout est une production du Studio SF et de la société de production Cube Radio. Et finalement, un énorme merci à Stéphane Luce
pour son aide précieuse tout au long du podcast. Je suis votre animatrice Victoria Charlton et rendez-vous au prochain épisode pour la suite de cette histoire. Pour les auditeurs du Québec, vous êtes victime de violences conjugales ou si vous craignez de commettre des actes violents et vous avez besoin d'aide, obtenez de l'aide bilingue, gratuite, anonyme et confidentielle 24/7 SOS Violence Conjugale au 1-800-363-9010. Des liens vers des organismes en ligne sont également disponibles dans la description. Pour les auditeurs en France, appelez le 3919, le numéro national de référence d'écoute téléphonique et d'orientation à destination des femmes victimes de violences. Anonyme, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et gratuit.